Très bien, donc bonjour. On va commencer sans trop tarder cette journée. Cette journée que nous avons souhaité inscrire dans le cadre du séminaire des membres, qui est un séminaire qui réunit les analystes membres d'Espace Analytique, qui est coordonné par Daniel Brun et Guy Sapriel, et nous avons souhaité l'inscrire comme une réunion du séminaire des membres élargie, puisque la question de la formation des analystes est la question principale, travaillée, débattue, réinterrogée dans ce séminaire. Alors, cette rencontre prend lieu s'inscrit dans une histoire qui est le lien que nous avons créé avec une association qui s'est créée, avec une association analytique italienne très importante, qui est AIPSI. Et nous avons souhaité, nos amis italiens et nous-mêmes, pouvoir échanger sur cette question extrêmement difficile, cruciale, compliquée, vous allez voir, et diverse. Une journée a eu lieu l'an dernier, enfin avant les vacances, à Milan, qui a été une journée absolument passionnante, où ces questions ont été débattues, et c'est aujourd'hui la suite de cette journée qui va avoir lieu avec le projet d'une autre journée qui prendrait la forme d'un grand colloque à Milan. Vous serez informés au fur et à mesure de la suite de tout ça. Voilà. Donc sans plus attendre, parce qu'on a un emploi du temps chargé, je vais passer la parole d'abord à Gisèle Chaboudez, de quelques conséquences du moment de passe, puis à Francesco Vandoni, l'analyste en formation et sa communauté, et Maria Barbuto et moi-même animeront le... Présente-les. Oui. Je les présente au moment ceux qui sont tous les deux analystes à Milan, membres d'AIPSI, qui est l'association italienne. AIPSI, c'est une association... Lacaniana italiana di psicoanalisi. Association Lacaniana... Associazione Lacaniana italiana di psicoanalisi. Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Voilà, donc je passe donc la parole à Gisèle. On n'a qu'un micro. Il faudra qu'on le passe partout. Il faut bien parler dans le micro. Alors, pour cette journée, nous sommes partis, dirais-je, du principe que chacun venait sur la base du désir, accompagné de cette élégance qui préserve le plaisir. C'est une citation. Vous n'entendez pas? Non, il a Cette citation, vous entendez là? Il faut parler dedans. Je reprends la phrase. Nous sommes partis du principe que chacun venait sur la base du désir, accompagné de cette élégance qui préserve le plaisir. Voilà l'introduction en manière de citation que je ferai à nos journées. C'est une citation d'un chorégraphe, qui n'a donc rien à voir avec le champ de la psychanalyse. Et elle convient pour saluer le début de nos travaux, dont la mise en route n'a pas été facile. Plus fort, là on entend. Dont la mise en route n'a pas été facile. Voilà. Afin de poursuivre la discussion commencée à Milan le 4 mars dernier. En choisissant de traiter des conséquences du moment de la passe, non de la procédure, j'évoque aujourd'hui la formation de l'analyste en intention, et non pas en extension, parce que c'est là que se pose la question difficile de, je cite, la légitimité de ce qui nous fonde comme analystes. Citation de Lacan. Il n'est pas anodin, d'ailleurs, que cet échange ait lieu dans le cadre d'une institution où cette question est le moins possible appuyée sur une procédure et le plus possible sur le dire de chaque analyste, sur le savoir clinique qu'il construit et dont il fait part, ce qui cultive à la fois un certain mode de liberté, de responsabilité, à la fois de confort et d'inconfort. Nous échangeons aujourd'hui sur la formation de l'analyste en un moment où la procédure de la passe, qui est au cœur de la formation psychanalytique,
est très diversement appliqué dans les différentes écoles, non appliqué dans certaines ou incomplètement. Et nous le faisons dans le cadre d'une institution qui ne l'applique pas comme telle, vous le savez, mais qui recrute ses membres à la suite de témoignages après au moins 10 années de pratique et sans intermédiaire entre les membres du jury et le candidat. Ça met l'accent sur le praticien plus que sur le passant, et ça n'inclut pas les témoignages de passe des non-analystes, qu'ils ne le soient pas encore ou bien qu'ils ne le soient plus. Ça ne s'adresse donc qu'à des praticiens confirmés, avérés. Ce processus idéalise aussi peu que possible la procédure, il se veut essentiellement pragmatique, tout en retenant fondamentalement la nécessité d'un principe de recrutement sur la base du témoignage d'un parcours analytique ayant mené à une pratique et la reconduisant. À propos de la fin d'analyse selon Balint, par l'identification à l'analyste, Lacan disait, je cite, « Même si c'en est le terme, ce n'est pas là la fin de l'analyse. Et même si on y voit la fin des moyens que l'analyse a employés, ce ne sont pas les moyens de sa fin. » Trouvez ça dans le rapport de Daniel Lagache. Je voudrais souligner qu'en réalité, je vais essayer de montrer aujourd'hui, qu'en réalité, de tels termes valent bien au-delà de ce cas, c'est-à-dire du cas Balint. Un nombre considérable de travaux a été effectué sur la passe, tout particulièrement, bien sûr, par les écoles qui appliquent la procédure telle qu'elle. Beaucoup de questions la concernant y ont été traitées, et des témoignages publiés dans l'ensemble d'un grand intérêt à divers titres. Dans nombre de ces travaux, le passage de l'analysant à l'analyste a été considéré selon... Je m'arrête un instant pour vous dire une chose, je ne sais pas si ça a été redit. Si je parle un peu vite, pour les Italiens, n'hésitez pas à lever le doigt pour qu'on traduise, n'est-ce pas? On va parler en français tout au long, on va essayer de parler lentement, mais si à un moment vous avez du mal à suivre, levez le doigt, Orsola traduira, d'accord? Oui. Alors, dans nombre de ces travaux, le passage de l'analysant à l'analyste a été considéré selon ce que semble impliquer sa définition par Lacan dans la proposition de 1967. Elle semble indiquer, cette proposition, que le passage à l'analyste est équivalent à c'est ce qu'elle dit, à la termination de l'analyse. Lacan écrit en effet la terminaison de la psychanalyse dite superfétatoirement didactique, c'est le passage du psychanalysant au psychanalyste. On est surpris en lisant cette phrase qui semble dire que la passe équivaut à la fin de l'analyse, qui semble dire. On est surpris en la lisant car notre expérience montre le plus souvent que le moment de ce passage à l'analyste n'est justement pas généralement la fin d'une analyse didactique, même si parfois elle en est le terme. Souvent. Les témoignages publiés d'ailleurs le montrent tout autant, puisque nombre d'entre ces passants poursuivent ou reprennent une analyse ensuite. En outre, la pratique de Lacan l'impliquait particulièrement, puisqu'elle consistait souvent à instaurer une supervision dès l'amorce de la passe, tout en poursuivant l'analyse de longues années. Alors, lorsque la passe est considérée comme fin de l'analyse didactique, ça exige en quelque sorte de lui ajouter un après, ou bien d'en distinguer différents moments successifs correspondant au processus qui se rencontre sur le chemin après la passe. Si on la considère comme une fin, ce qui se présente ensuite est appelé alors, par exemple, post-analytique. C'est le cas à l'école de la cause freudienne, avec Jacques-Alain Miller, où se distinguent dans la passe différents versants selon le processus à l'œuvre. Par exemple, la passe vérité, la passe séparation et traversée du fantasme, la passe jouissance ou réel, la passe symptôme avec l'identification aux symptômes. Toute une série d'étapes en quelque sorte. Colette Solaire, elle, avec plusieurs membres de l'école des forums
de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien tend plutôt à distinguer passe et fin d'analyse, mais elle accentue le fait qu'il n'y a pas de vérité commune de la passe et pas même de réel commun. Elle considère que s'il s'agissait dans la passe, je cite, de reconnaître une structure qui vaut pour tous, il n'y aurait pas besoin de passe. Elle veut dire bien sûr la procédure. À son avis, toute orthodoxie sur la fin de l'analyse institue un standard qui pousse à la conformité, alors même que la passe est faite pour y parer. Elle veut dire toujours la procédure, bien sûr. C'est souvent utilisé, vous le savez, comme synonyme, ce qui est un problème. Elle souligne que l'énonciation de Lacan a bien pris garde de ne pas vendre la mèche du baratin pour le passeur, toujours la procédure. Pierre Bruno considère lui aussi que la passe se distingue de la fin et qu'il n'y a de passe que singulière, autant de passes différentes que de témoignages de passe. On peut, estime-t-il, rencontrer selon les cas une passe avant la fin, une passe après la fin, une passe avec la fin, et il ne saurait donc y avoir de vérité générale sur la passe. Ces éventualités et ces remarques sont logiques en ce qui concerne la procédure. Même si ces différents cas ne posent pas les mêmes problèmes, bien sûr. Une passe après la fin, ça ne pose pas beaucoup de problèmes par définition. Dans ce cadre, dans le cadre d'une procédure, en effet, il est tout à fait exigible de considérer qu'il y a autant de formes de passe que de passants, afin qu'il n'y ait pas au sein d'une institution cette sorte de parasitage qui consisterait à recueillir des témoignages imprégnés des critères entendus auprès des analystes de l'école. C'est des reproches qui ont été faits dans certains endroits à la procédure. On le conçoit bien, et c'est une difficulté fondamentale de la procédure, que là où elle est appliquée, elle interdit en somme une certaine forme d'élaboration publique. Alors que par ailleurs, bien sûr, elle est importante, extrêmement importante, pour l'effet de transfert de travail institutionnel massif qu'elle produit. A l'inverse, dans les institutions qui ne pratiquent pas la procédure telle qu'elle, comme la nôtre bien sûr, le risque est que l'élaboration conceptuelle du moment de la passe soit peu soutenue, mais cette fois par manque d'enjeux institutionnels. C'est pourquoi, là où notre institution pourrait sembler ne pas accorder beaucoup d'importance à la passe, ce colloque est l'occasion de rappeler que si la procédure de la passe comme telle n'y est pas présente, la question de ce en quoi consiste le moment de la passe l'est en revanche tout à fait, voire d'autant plus. L'élaboration du moment de la passe est en effet nécessaire pour chaque analyste et pour chaque institution, procédure ou pas. C'est dans ce cadre, si les modalités en sont évidemment propres à chacun, que l'on doit supposer néanmoins un plus petit dénominateur commun du réel qu'il y est en jeu, afin de permettre d'approcher d'un peu plus près ce qu'il recèle et ce qui se situe comme problème au cœur de la reproduction des analystes. C'est essentiel afin de toucher ce que Lacan appelle, c'est là que réside, là que gît le problème de la légitimité, je reprends la citation de Lacan, de ce qui nous fonde comme analystes. Qu'il n'y ait de procédure de passe que singulière n'exclut pas qu'il y ait un réel commun du moment de la passe à interroger d'aussi près qu'il est possible. Ce réel est concerné, à mon sens, par la question que Lacan a posée toujours, continuellement, à la passe, à partir du moment où il a instauré, sur ce qui peut pousser quelqu'un à devenir psychanalyste en un moment où il ne sait rien de cette opération analytique, sauf ce à quoi elle a réduit son analyste. Par exemple, je vais vous donner la citation exacte, une des citations, il y en a plusieurs. Dans le discours à l'EFP de 1970, il l'énonce ainsi: « La passe est ce point où d'être venu à bout de sa psychanalyse, la place que le psychanalyste a tenue dans son parcours, quelqu'un fait ce pas de la prendre, entendez bien pour opérer comme qui l'occupe. » Je souligne. Alors que de cette opération, il ne sait rien, sinon à quoi dans son expérience elle a réduit l'occupant. Fin de citation. La question ici posée est on ne peut
et c'est la question sempiternelle de Lacan à la passe. Elle est on ne peut plus claire et chaque mot compte. Opérer comme qu'il occupe indique d'emblée, de fait, une dimension d'identification, bien sûr. Il le souligne sous cette forme, que d'ailleurs nous connaissons bien dans les faits, dans l'expérience. Pourtant, elle n'est jamais évoquée dans la conceptualité lacanienne de la formation des analystes. On sait que furent nombreux les analystes opérant comme Lacan, à un moment donné de leur parcours, faisant des séances courtes comme lui, se saisissant de tel ou tel de ses objets ou de ses signifiants comme lui. Mais le concept d'identification ne prend pas place dans notre réflexion sur le problème de la formation. Est-ce parce qu'on sait que l'identification ne convient pas pour opérer correctement et que par conséquent, même si on l'observe parce qu'on l'observe, on passe dessus en supposant qu'il s'agit d'un moment entre guillemets pathologique ou symptomatique, qu'il n'y a pas à retenir comme tel dans notre réflexion et dans le débat à propos de ce problème? C'est une possibilité, c'est probable. C'est probable. Est-ce que parce que Lacan a inventé la passe en refusant de se satisfaire, nous le savons, de l'identification à l'analyste, à la Balint justement, on aurait déduit de cela que ce qui ne suffit pas n'existe plus, n'existe pas? Toutes ces questions, nous les aurons éventuellement dans une discussion. Quoi qu'il en soit, à cette question que Lacan posait à la passe, il n'a pas été répondu dans la procédure. Et il a considéré en 1972 que la passe était manquée, tout en répétant sa question. Je cite à nouveau, autre chose. Il est tout à fait anormal, objet anormal. C'est lui qui l'écrit comme ça. Que quelqu'un qui a fait une psychanalyse veuille être psychanalyste. Il y faut vraiment une sorte d'aberration qui valait la peine d'être offerte à tout ce qu'on pouvait accueillir de témoignages. Fin de citation, 1972, séminaire au pied. Le mot d'aberration est fort. Personne n'a pensé, bien sûr, qu'il pouvait s'agir là d'une coquetterie qui ne serait pas à prendre au sérieux, puisqu'il interroge ce point-là, cette aberration-là, encore une fois, la légitimité de ce qui nous fonde comme analystes. Dans nombre de témoignages de passes publiés, l'idée est présente que la fin d'analyse est équivalente au passage à l'analyste, et notamment, bien sûr, d'après le texte de la proposition, qui semble le dire. Qui semble. Et la question posée par la procédure est entendue alors comme « Ai-je bien fini mon analyse en devenant psychanalyste ?» Or, une telle question ne correspond pas à l'interrogation de Lacan lorsqu'il a instauré la procédure. Il est à remarquer que son propos de 1967, d'ailleurs, sa proposition, ne parle pas tout à fait de fin de l'analyse didactique, mais de terminaison ou de fin de partie. Et celui de 1970, que je citais tout à l'heure, parle de venir à bout de son analyse. Il ne parle pas de fin. Cela ne mentionne donc pas tout à fait une fin logique, une fin justifiée et accomplie, mais plutôt un arrêt, donc par définition du fait de l'analysant. Au regard de notre expérience familière et au regard de la pratique qu'on connaît à Lacan, on ne peut donc pas exclure l'hypothèse qu'il l'ait énoncé ainsi, tel que dans la forme de la proposition, justement pour faire état d'une question qu'il posait, pour faire état d'une façon équivoque d'un fait qui se produisait ainsi dans les analyses qu'il menait lui-même, notamment que l'analysant qui faisait le pas de devenir analyste considérait souvent son analyse finie au même moment, et ce, de manière problématique. Question que nous rencontrons dès que nous avons affaire à l'arrêt des analyses didactiques, souvent. Lorsque la passe s'instaure, l'analysant a déjà un certain nombre d'années d'analyse derrière lui, sauf accident, et on conçoit bien qu'il y ait là une tentation de considérer ça comme une fin. On conçoit que l'analysant la saisisse et que l'analyste, lorsqu'il en a le choix, puisse éventuellement la laisser s'arrêter là. Pourtant, d'autant plus que c'est un moment généralement très thérapeutique. D'autant plus que c'est un moment généralement thérapeutique, à effet thérapeutique. Pourtant, au regard de notre pratique, au regard de celle que nous connaissons de Lacan,
et de certains de ses énoncés, cette phrase de la proposition est surprenante. Quelque chose n'y convient pas. Quelques années plus tôt, avant que la procédure de la passe existe, aucune équivoque sur l'enjeu dont il s'agissait n'était présente dans ce qu'il disait. Par exemple, en 1965, le 3 mars, séminaire des problèmes cruciaux, il prononçait cette phrase. Il proposait de nous questionner, je cite, « Si le but de l'analyse est bel et bien de se satisfaire de l'identification, comme on le dit, du sujet à l'analyste, il est donc évidemment encore question de Balint, je poursuis, ou si, au contraire, l'irréductible altérité, le fait de le rejeter comme autre, et c'est bien là le pathétique terminal de l'expérience analytique, ne doit pas au contraire être pour nous la question autour de laquelle doit tourner, s'élaborer tout ce qu'il en est pour l'instant dans l'analyse des problèmes difficiles qui ne sont pas simplement le résultat plus ou moins thérapeutique, mais la légitimité essentielle de ce qui nous fonde comme analystes, et d'abord ceci, que précisément à ne point connaître où se situe ce que j'appelle l'opération légitime, il est impossible que l'analyste opère d'aucune façon, d'une manière qui mérite ce terme d'être une opération. Il est lui-même un jouet aveugle et pris dans la fallace. Or, cette fallace est justement la question qui se pose au terme, pas à la fin, au terme de l'analyse. Fin de citation. J'ai donné cette citation en son ensemble tellement elle est importante, et tellement il y en a peu de cette sorte, puisqu'à partir du moment où Lacan va instaurer la passe, c'est-à-dire à peine 2 ans plus tard, il restera évidemment volontairement, on s'en doute, dans l'équivoque, c'est-à-dire dans ce qu'il appelle son pouvoir d'illecture et dont il est très fier. Mais nous n'aurons à ce moment-là plus les termes de ce que nous pouvons reconnaître dans notre expérience comme un problème. Là, nous les avons. Ce qui était dit ainsi, bien sûr, l'était à nouveau à propos de l'identification de Balint, à la Balint. Mais ça peut manifestement, et je vais essayer de vous montrer pourquoi, ça peut manifestement être envisagé en des termes tout à fait comparables concernant l'instauration de la passe, bien qu'il y s'agisse d'autre chose, c'est-à-dire d'un autre type d'identification. J'y reviens. Ce qui est appelé ici pathétique terminale de l'analyse, avec arrêt et rejet de l'analyste, semble d'abord simplement corrélatif de l'identification dite au moi de l'analyste, où la fallace, entre guillemets, fait de cet analyste-là, en ce moment-là, un jouet aveugle. Et dans ce cas, il nous serait possible, facilement, il nous a été loisible, très aisément, de nous en moquer. Nous nous sommes moqués de l'identification à la Balint. Cependant, un petit peu plus loin, Lacan reprend exactement le même aspect problématique, concernant non plus une identification au moi de l'analyste, mais au sujet supposé savoir. Et il est posé pratiquement dans les mêmes termes. Je cite, « S'il y a quelque chose que j'essaye de réintroduire, qui permette à l'analyste d'aboutir à autre chose qu'à une identification du sujet indéterminé au sujet supposé savoir, c'est-à-dire au sujet de la tromperie, j'arrête là la citation parce qu'elle passe ensuite à autre chose. Vous voyez que les termes utilisés, le problème posé est exactement le même. Le sujet de la tromperie, le sujet de la fallace. Que ce soit l'identification au moins de l'analyste ou que ce soit l'identification au sujet supposé savoir, nous avons la même question et je crois le même problème. Alors, la notion de fin d'analyse, selon Balint, donc bien sûr, est là clairement critiquée, et nous la connaissons. En aucun cas, notre problème dans notre réflexion sera de réfléchir à l'identification au moins de l'analyste. C'est facile de passer sur ce point, puisqu'il est récusé depuis longtemps, et nous ne pouvons qu'être d'accord avec le fait de le récuser. Mais une fois rectifié ce problème de l'identification dans la passe, eh bien,
elle est rapprochée de quelque chose, par contre, que nous rencontrons effectivement à un moment du processus, au titre effectivement d'une identification au sujet supposé savoir, dans ce tournant. D'ailleurs, Lacan la rectifiera et la reprendra à nouveau plus tard, beaucoup plus tard, en 73, dans l'étourdi, et l'identification à la baline ne sera plus considérée cette fois comme une effusion narcissique, dont il est aisé de se séparer, qu'il est aisé de récuser. Elle sera considérée, vous le savez, comme un processus maniaco-dépressif, n'est-ce pas? Et là, nous n'avons plus affaire à l'identification au moins de l'analyste, nous avons affaire à autre chose sur lequel je vais venir, et qui est cette fois le processus de séparation logique. Ce processus n'est en effet pas simplement imaginaire, mais à la fois symbolique et réel, et il est cette fois intégré à ce que comporte effectivement notre expérience, et intégré comme quelque chose qui n'est qu'une étape provisoire sur le chemin de la fin. Il correspond à une identification particulière, problématique, car l'analyste ne saurait être le représentant du sujet supposé savoir, contrairement au professeur, qui lui le peut. Ce processus maniaco-dépressif, dont vous savez qu'en 1973, dans l'étourdi, il est étudié de très près dans chacune de ces étapes, jusqu'au deuil qui, lui, un deuil accompli qui, lui, peut mener à la fin de l'analyse. Alors, on ose penser qu'il n'y aurait pas chez Lacan de questions posées sur ce rejet terminal de l'analyste s'il était effectué par l'analysant dans un moment et sur un mode qui va pour lui de pair avec une position adéquate pour opérer comme analyste, n'est-ce pas? Car dans le cas contraire, la question de Lacan ne serait pas sérieuse. Or, elle l'est, puisqu'elle est précisément articulée comme étant liée au fait que le terme mis souvent, il ne s'agit pas de généraliser absolument, souvent, suffisamment souvent pour que le problème soit posé. Donc, le terme mis souvent par l'analysant à l'analyse, sur ce mode, sur un tel mode, se fait justement dans un moment, une position où il est dans la fallace et où il est donc dans une position inadéquate pour opérer comme analyste. On ne peut pas sérieusement soupçonner Lacan de se plaindre d'être rejeté comme analyste, ça serait drôle, lorsque l'analysant effectue son passage à l'acte analytique, si son acte alors était suffisant et adéquat pour effectuer l'opération légitime, n'est-ce pas? Aussi, personne ne l'a fait. Mais la question qu'il posait ainsi, plongeant au cœur de notre expérience et dont je pense que beaucoup d'analystes ici reconnaissent les termes, cette question-là, elle reste entière. Comment par conséquent, en lisant cette phrase de 1965 où l'identification à l'analyste ne saurait suffire, même quand elle est identification au sujet supposé savoir, parce qu'elle est là en jeu comme fallace, comme tromperie, comment comprendre alors? C'est de 1967, la proposition, où le passage à l'analyste semble maintenant constituer une terminaison qui ne poserait pas question. Ça n'est pas compatible. De sorte qu'on peut faire deux hypothèses. Ou bien Lacan se contredit à quelques années de distance sur un point essentiel, ce qui ne devait pas nous satisfaire en 65 le fait en 67. Mais là, nous ne reconnaissons plus, dès lors, beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre pratique, et ça n'y répond plus. Problème. Ce pourrait être aussi ce qui déplorera plus tard de son échec dans la passe. Problème. Ou bien, deuxième hypothèse, la phrase de la proposition n'est pas à entendre de façon univoque. Dire la terminaison de la psychanalyse didactique, ou la fin de partie, c'est le passage à l'analyste, ça n'est pas dire qu'il y a la fin accomplie de l'analyse. Ça pourrait souligner que justement, ce qui se passe dans les faits comme mode de terminaison dans le passage à l'analyste doit être mis en question, doit être mis à l'étude comme une enquête au cas par cas, et qu'il s'agit ainsi de mettre à plat ce qui se passe de problématique que beaucoup de devenants analystes arrêtent l'analyse quand ils passent analyste dans cette position donc de fallace où ils risquent ensuite, si un temps ultérieur n'est pas effectué, où ils risquent ensuite de faire impasse sur un problème essentiel de la transmission et de la formation psychanalytique. On peut donc penser que la phrase de la proposition est pensée et écrite en fonction de la procédure, elle aussi. Elle est voulue
c'est mon hypothèse, selon la procédure. Elle lui sert d'énoncé de départ sur un mode interrogatif. Une question posée à la procédure, non une réponse attendue. Sur un moque équivoque, une phrase qui plaide en quelque sorte le faux ou l'état de fait pour savoir, non pas le vrai, mais pour faire réagir, afin de voir dans chaque cas si l'énoncé de l'arrivée est le même que celui de départ. D'une façon difficile à comprendre, elle questionne en appelant à une certaine préoccupation sur la façon dont, dans les faits, les analyses didactiques s'arrêtent, souvent au moment de la passe, sur une position du passant qui n'est pas celle d'un analyste. Il n'y a évidemment pas à dénoncer ce fait. Comment pourrait-on le dénoncer, puisqu'il s'agit d'une certaine façon, mais d'une façon bien précise, d'un processus qui relève de l'inconscient, d'une formation de l'inconscient, en somme, qui est motivé et produit par la structure en cause. On ne dénonce pas les formations de l'inconscient, on les interprète. Mais en revanche, il est nécessaire de le savoir. En revanche, il est tout à fait nécessaire de le savoir et d'articuler les raisons pour lesquelles il est essentiel de ne pas s'en tenir là, pour lesquelles il est essentiel de le faire savoir. L'échec de la passe mentionné en 1978 par Lacan à Deauville ne concerne pas le moment de la passe, bien sûr. Il y a là nul échec possible, il y a un fait. Et d'ailleurs, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne dans le champ lacanien, désormais. La seule question, c'est de savoir si on peut s'accorder un petit peu sur ce qu'il comporte, en aucun cas sur le fait en lui-même. Cet échec, donc, que Lacan a voulu manifester, concerne la procédure, bien entendu. Il concerne notamment le fait que n'a pas été répondu à cette question fondamentale qu'il posait à la procédure. Que n'a pas été répondu, n'a pas été isolé, distingué ce passage par le sujet de la fallace, ni élaboré le processus nécessaire pour y parer, ni répondu à la question « qu'est-ce qui peut bien pousser en analysant à cette aberration ?» Cette aberration. Dès lors, au regard de notre expérience clinique du moment de la passe, qui est évidemment tout autre chose qu'une expérience de procédure, comment saisir ce qui est en jeu? Nous repérons souvent, parfois après coup, un moment où l'analysant prend cette place pour opérer, je cite, comme qu'il occupe, comportant en effet une sorte particulière d'identification à l'analyste, non pas une identification idéale qui était en jeu comme elle était en jeu au cours de l'analyse, dans le transfert, non pas l'identification imaginaire de cet idéal du moi que cet idéal du moi commande, mais l'identification, vous le savez, d'une sorte nouvelle que Lacan a décrite, élaborée et inventée en 1965, la séparation logique. Je cite, citation de 1965 précisément, les 4 concepts. Il est, dit-il, une autre fonction qui institue une identification d'une nature singulièrement différente et qui est introduite par le procès de séparation. Fin de citation. Cette identification, oui, est introduite par la séparation. Elle ne la précède pas, elle en est une conséquence. Et elle n'est pas simplement imaginaire au désir, bien sûr. Elle comporte une torsion mettant en jeu à la fois un signifiant et un objet. La ligne de traversée topologique du 8 intérieur par lequel Lacan figure le transfert, la topologie du transfert, cette ligne de traversée, vous le savez, symbolise la fonction de l'identification. Eh bien, en son point limite de cette ligne-là, on peut situer précisément cette identification au sujet supposé savoir, c'est-à-dire cette traversée, en quelque sorte, du point d'identification dans le transfert. Cette identification s'appuie, ce faisant, sur la logique propre à tel ou tel objet, tels qu'on les observe préférentiellement dans telle ou telle structure. Ils étaient repérés ainsi par Lacan toujours en 1965. Donc, remarquez-le bien, en 1965, ça veut dire après un certain nombre de départs de ces analyses, n'est-ce pas? Donc, il était assez à l'œuvre pour étudier les fins d'analyse qui n'en étaient pas. Il disait par exemple, concernant l'objet, le mode de séparation appuyé sur la logique de l'objet oral, il disait par exemple, énonçant ceci à partir du passant, inexplicablement parce que j'aime en toi plus que toi l'objet A, je te mutile. Vous vous souvenez de cette phrase?
qui sont ces phrases célèbres qui provoquaient une certaine stupeur parmi les lecteurs. Effectivement, la séparation orale de l'hystérie mutile l'autre, c'est-à-dire qu'elle lui prend quelque chose en se séparant. Oui, elle s'empare de quelque chose en se séparant. Ou bien la séparation de la logique anale, de l'objet anal, qui disait ceci, je cite, « Ce don de ma personne, inexplicablement, se change en cadeau d'une merde ». Effectivement, la séparation sur le mode anal de l'obsession, on le sait, elle semble ne rien changer à ce qui est là sur place, en présence, et pourtant il n'y a là, à ce moment-là, plus personne. Il ne se passe plus rien. Voilà la séparation obsessionnelle. Il n'y a plus personne. Et ça, c'est la logique de l'objet sur lequel la séparation peut se produire à ce moment-là, donc dans la passe, précisément. Ça accompagne la passe, évidemment. Sur le plan signifiant, précisément, le point de l'identification au sujet supposé savoir, là est le signifiant qui est en jeu dans cette séparation-là. Le sujet qui se part du signifiant sous lequel il succombe, là est le sujet supposé savoir. Donc il est certain que cette séparation-identification non plus n'est pas suffisante. Elle n'est pas non plus adéquate pour opérer comme analyste, puisque jamais de là on peut opérer comme analyste, comme tel. Et pourtant, elle en produit souvent un d'analyste, du moins qui s'annonce tel. Dans le séparere latin, il y a le parere, le s'engendrer soi-même par la fonction de l'objet. Mais il y a aussi le parare. Le parare, c'est-à-dire se parer du signifiant sous lequel le sujet succombe, qui est là précisément le sujet supposé savoir. Alors, si on s'en tenait là de notre élaboration, cela mériterait la même critique. Cela mériterait la même critique qu'à propos de Balint. Lacan faisait ainsi. Il disait ceci, une analyse que l'on doctrine comme devant se terminer par l'identification à l'analyste révèle du même coup que son véritable moteur était l'idée. Et il soutenait, on le sait, qu'il y a un au-delà à l'identification et que son franchissement est possible si de l'idéalisation l'analyste déchoit pour être le support du A séparateur. Donc notre expérience montre que ça vaut aussi pour l'identification-séparation et pas seulement pour celle du transfert ou au moins de l'analyste. Il est vrai que Lacan a là-dessus des formules qui prêtent à équivoque, voire qui trompent énormément, puisqu'il peut d'une part déclarer que la façon dont celui qui a traversé le fantasme radical et vit la pulsion est au-delà de l'analyse et n'est plus abordable qu'au niveau de l'analyste, lequel doit avoir traversé dans sa totalité le cycle de l'expérience. Il semble donc là se placer la fin de l'analyse hors analyse, alors qu'il ajoute aussitôt, dans le même moment, que cette boucle doit être parcourue plusieurs fois. Et donc, elle ne suffit pas. Donc, là, il y a des formules relativement équivoques, et après tout, ça correspond à ce que nous connaissons de l'expérience, que certaines fois, le trajet au-delà de la passe, le trajet nécessaire au-delà de la passe, se fait en analyse, et certaines fois, il se fait en grande partie hors analyse. Ça correspond aussi à notre question, à notre expérience. Il ajoute aussitôt, quoi qu'il en soit, qu'elle se situe hors analyse ou dans l'analyse, il nous apparaît de toute façon une nécessité que se produise une sortie de l'identification au sujet supposé savoir à l'aide d'une coupure supplémentaire. Par quoi peut-elle être opérée? Doit-elle l'être par une interprétation analytique? Peut-elle l'être par un refus de nomination, par exemple, qui fait coupure et interprétation, par exemple? Toutes questions sur lesquelles je ne m'arrête pas aujourd'hui, ça exige un autre travail. Pour terminer, je vais reprendre la question. Qu'est-ce qui peut donc pousser un analysant? Qu'est-ce qui peut donc pousser la question de Lacan, de la passe, à la passe? Qu'est-ce qui peut donc pousser un analysant à cette aberration qui consiste à faire le pas d'occuper cette position? Alors, poser ainsi les choses en mettant l'accent sur ce point, ça permet d'avancer sur cette question, sur le chemin d'une réponse possible à la question que Lacan posait à la passe, face à ce qu'il appelait cette aberration. Un processus qui relève de l'inconscient
à l'évidence, c'est un processus qui relève de l'inconscient, même si le projet de devenir analyste, comme dans la plupart des cas, pas toujours, mais dans la plupart des cas, même si le projet de devenir analyste était là conscient depuis longtemps. Ça doit donc être considéré, ce qui peut pousser un analysant, etc., ça doit donc être considéré dans les termes d'un processus inconscient, bien sûr. C'est en quoi notre formation comme analyste touche évidemment à quelque chose d'essentiel de ce qui permet de nous former, à savoir une analyse. Alors, ce qui pousse comporte un acte qui répond à quelque chose par cette identification au sujet supposé savoir, donc bien souvent, en un moment où quoi ? En un moment où précisément la supposition de savoir est en train de chuter de l'analyste, lequel en revêt soudain une présence nouvelle sur un mode qui n'est plus d'idéal, précisément, mais son envers d'objet A. Il est à une toute autre distance, justement parce qu'il n'est plus au niveau de l'idéal. Il y a là, certes, une reprise de flambeau, bien entendu, mais il ne s'agit pas, on le sait, de la reprise d'un flambeau qui serait transmis de l'un à l'autre avec plus ou moins de cérémonie. C'est un flambeau qui est repris sans aucune cérémonie parce qu'il est en train de tomber de là où il était, c'est-à-dire de l'analyste. Or, quand on mesure le poids massif que revêt pour un analysant, la croyance dans le sujet supposé savoir, on ne peut pas s'attendre à ce qui s'avère, de son inexistence, ce soit en une seule fois accepté, admis, intégré, symbolisé, en aucun cas. Car cette supposition de savoir concerne la psychanalyse elle-même, et pas seulement cet analyste-là, même si c'est cet analyste-là qui en supporte la chute. Dès lors, quelle est la fonction, dans ce cadre, de l'identification au sujet supposé savoir de l'analysant ? Si ce n'est le moyen qu'il a trouvé pour le sauver, bien sûr, ce sujet supposé savoir. Bien sûr, il s'agit de le sauver. Il s'agit de restaurer d'une autre façon un tel sujet, le sujet supposé savoir. En réalité, il s'agit donc de le soutenir en son nom quand il ne peut plus être soutenu dans l'autre, et notamment cet autre qui est son analyste. En réalité, si on y regarde bien, Lacan a répondu lui-même à sa question sur la passe qui est restée en forme d'énigme dans la procédure. Et il y a répondu de façon contemporaine à la proposition, c'est-à-dire dans l'acte analytique, puisqu'il y a mentionné très explicitement que si l'analysant fait le pas de soutenir ce sujet supposé savoir au moment où il en aperçoit l'inexistence en un éclair, parce que l'instant d'après, c'est déjà recouvert, c'est déjà refoulé ou pire. Donc en un éclair, il en aperçoit l'inexistence, eh bien, si il fait le pas, donc, de le soutenir, de le représenter, de s'y identifier, c'est évidemment pour le sauver. Ce qui veut dire, il faut sauver le sujet supposé savoir. Voilà. Voilà l'acte qui nous forme à l'origine, comme analyste. Formation de l'inconscient par excellence. Et ce n'est donc pas un acte qui nous fonde comme légitime. Voilà le problème, n'est-ce pas ? Au cœur de notre formation analytique. Ce passage est sûrement plus ou moins accentué, plus ou moins correct, plus ou moins problématique selon les passants, et nous interprétons autant que faire se peut cet acte dans chaque cas. Mais dans tous les cas, on ne peut pas renier un processus inhérent à la structure que nous mettons en jeu, mais il n'y a pas lieu de ne pas le savoir. Il n'y a aucun lieu de ne pas le savoir, c'est-à-dire de le taire. Dans ce cas, si nous ne le faisions pas savoir, nous ne ferions pas beaucoup mieux que tous les analystes qui se sont publiquement félicités de l'identification à l'analyste dans l'histoire de la psychanalyse, comme fin d'analyse. Nous avons besoin de le savoir, car ce qu'implique ainsi de paradoxal, de symptomatique, de problématique, de réel, le moment de la passe qui nous fonde, comporte un certain nombre de conséquences, et je conclus là-dessus. On conçoit bien en effet qu'il n'y ait pas de modèle pour tous de cette sorte de formation d'analyste en deux temps. C'est une formation d'analyste en deux temps, et même à contre-temps. À contre-temps. On pourrait presque dire à contre-emploi. À contre-emploi, puisque, encore une fois, celui qui fait le pas de s'annoncer analyste, de s'offrir, de se présenter analyste,
dans ce moment-là, n'est pas, sauf les cas bien sûr où la passe se produit au moment de la fin, n'est-ce pas? Ce sont des cas vraiment extrêmement restreints. Donc, dans la plupart des cas, puisque l'analyste n'est pas préopéré comme tel lorsqu'il s'annonce. Et si d'ailleurs Lacan a particulièrement à cet endroit en effet refusé de vendre la mèche pour le passant, et même accentué encore ce qu'il revendiquait comme pouvoir d'illecture, il n'en reste pas moins qu'il a donné les clés, notamment dans ce séminaire L'acte analytique, pour que nous retrouvions quelque chose qui correspond au problème qui se pose à nous dans notre expérience. Il a mis en avant d'ailleurs 2 textes comme métaphore de la passe qui lui permettaient de soulever le problème qu'elle pose sans en faire un modèle pour tous, puisqu'il ne s'agit pas d'analyse. Ces 2 modèles, nous le savons, l'un, il est évidemment très, très célèbre puisqu'il fait partie de la proposition lui-même, c'est le banquet. Alcibiade pris comme, non pas modèle, contre-modèle pourrait-on dire, du passant, du devenant analyste, et dont on pourrait se demander pourquoi comparer à un passant, à un devenant analyste, le discours de cet homme ivre qui explique publiquement qu'il s'est offert sexuellement à Socrate pour acquérir son savoir. On peut être surpris, franchement, on peut être surpris. Eh bien, on peut aussi y répondre, c'est-à-dire, si ce discours comporte une rare crudité de l'objet transférentiel, on a vu que Lacan s'en servait au moment du transfert. Mais c'est aussi parce que disant cela, Alcibiade le dit dans un moment où précisément, c'est éminemment repérable, vous le verrez dans le texte de Platon si vous regardez, dans une identification au sujet supposé savoir. Alcibiade est là-dedans, dans le texte de Platon. C'est ainsi qu'il parade et qu'il entend démontrer, vous le savez pour ceux qui l'ont lu, qu'il entend démontrer auprès de celui qu'il veut séduire, le tiers présent, que pour conclure, lui, il fera mieux que Socrate qui avait décliné son œuvre, n'est-ce pas? Vous connaissez la question. Lacan saisit Alcibiade dans ce moment où il s'est paré de la merveille de la galma socratique. Il en est paré, il y est identifié. Voilà pourquoi il est intéressant, bien que ça n'ait évidemment rien à voir, de se servir du banquet dans ce cadre. Quant à la deuxième métaphore, elle est beaucoup moins connue, Lacan ne l'ayant évoquée qu'allusivement en 1967, mais elle est tout aussi motivée. En volant la lettre, le ministre figure sans difficulté cette mutilation de l'autre que comporte un certain mode d'identification au sujet supposé savoir. Ce mode hystérique, disons, et la reprise de la lettre mettra également fin à cette parade identificatoire qui sera désormais celle du ministre paré de ce signifiant. Je renvoie là donc à des travaux antérieurs. Alors les conséquences qui s'en déduisent évidemment pour nous aujourd'hui, c'est que c'est une croyance absolument essentielle, la croyance dans le sujet supposé savoir, de telle sorte que lorsque l'analyse l'entame, puisque toute analyse bien menée l'entame, elle est faite pour ça, lorsque l'analyse l'entame, en aucun cas il n'est possible que se fasse en une seule fois ce qui correspond à l'intégration, l'acceptation et surtout la réorganisation du système subjectif que sous-entend le fait que tout d'un coup il n'y ait plus de sujet supposé savoir, non seulement dans l'autre, mais pas plus dans le sujet. Donc ça ne se fait pas en une fois, ça ne peut pas se faire en une fois. Puisque c'est une question de croyance, il s'ensuit que la passe est donc le moment où la psychanalyse frôle dangereusement le voisinage de la croyance religieuse. C'est là spécialement que nous sommes menacés, si on n'y prend pas garde, de partir ou dériver, nous émietter dans un discours plus ou moins religieux. C'est là. C'est parce que ce qui nous forme est en premier lieu un acte de foi. Un acte de foi. C'est comme ça que Lacan l'appelle. C'est un acte de foi. Nous abordons en somme notre profession par une profession de foi, alors que la foi n'a pas droit de citer à cette place, à la place que nous occupons. Nous commençons notre pratique en niant en partie ce qu'elle vient de nous révéler.
Pourtant, venir à représenter soi-même ce qui a chuté de l'autre, qu'il ne peut plus soutenir, c'est un acte fondamentalement logique. C'est un acte qui a lieu, pour le coup, dans n'importe quelle religion, d'une certaine façon. Sauf qu'on ne laisse jamais le flambeau tomber dans la religion. On le reprend avant qu'il soit tombé, n'est-ce pas? Donc, nous avons un voisinage difficile à traiter et qu'il nous faut traiter. L'acte séparateur par excellence, à savoir de soutenir en son nom ce qu'on ne peut plus soutenir dans l'autre, notamment le sujet supposé savoir, ça comporte de fait un redoublement partiel de la croyance au moment où elle vient être menacée. Et c'est pourquoi le deuil en est très long ensuite quand il se fait. C'est un deuil, d'ailleurs, auquel devra s'ajouter ensuite le deuil qui concerne la réalité sexuelle, parce que le passage à l'analyste dans la passe permet un temps d'éviter la question que pose à cet endroit-là aussi la réalité sexuelle, et qu'il faudra donc bien la traiter ensuite, n'est-ce pas? Il est donc d'autant plus important pour nous de repérer ce ressort au cœur du passage à l'analyste et d'élaborer le mode selon lequel il se résout, qu'il est ce qui nous rapproche, si on n'y prend pas garde, d'une croyance. Une croyance qui nous frôle à la racine même de ce qui nous forme. Par ailleurs, une autre conséquence tient au fait que le processus en question est un processus de l'inconscient. C'est donc un processus insu, même s'il se produit dans le cadre d'un projet conscient. C'est un processus de vérité qui fait le passant répondre par cet acte de foi. Ce n'est pas un processus de savoir, la passe. Une vérité sans le savoir produit ce sujet de la passe, comme Lacan l'appelle, en disant ceci, je cite, « Il n'en sait rien, justement parce qu'il est devenu la vérité de ce savoir, et que, si je puis dire, une vérité atteinte sans le savoir, c'est incurable, on est cette vérité. » Fin de citation. Le passant incarne une vérité qu'il ignore lorsqu'il répond à la chute du sujet supposé par cet acte de foi, sans vouloir la savoir. Et c'est en effet une vérité dont il ne guérira pas, en un sens, parce que beaucoup plus tard, lorsque cette croyance renouvelée au niveau du sujet supposé savoir, à sa place, aura été chez lui à son tour réduite, entamée, résorbée, lui permettant de savoir enfin de ce qu'il en est de ce sujet, eh bien, ce sera cette fois trop tard, si on peut dire, c'est-à-dire trop tard pour enlever l'option. Trop tard pour enlever l'option, son désir d'analyste sera là, cette fois sachant ce qui le sous-tend, et il restera, du moins la plupart du temps. Certains arrêtent à cet endroit. Certains arrêtent de pratiquer l'analyse à cet endroit lorsque la croyance dans le sujet supposé savoir à leur place, après avoir été à la place de l'autre, s'effondre. Certains arrêtent à ce niveau-là. Pourquoi pas? C'est honnête, à un certain niveau. Mais ça montre aussi ce qui, au départ, a poussé, et qui pousse évidemment aussi bien ceux qui resteront analystes que ceux qui ne le resteront pas. Voilà. Donc, on voit clairement l'enjeu qu'il y avait pour Lacan à refuser de se satisfaire de l'identification à l'analyste et pas plus au sujet supposé savoir. Non pas seulement l'identification qu'on peut rejeter aisément au moi de l'analyste, ça on peut rire. Il pouvait en rire en souhaitant à l'analyste nouveau venu qu'il n'en soit rien, c'est-à-dire qu'il n'hérite pas du moi de l'analyste, de son analyste. Mais cette séparation qu'il a élaborée pour isoler le fait que s'y produit encore une forme d'identification, même si elle s'en distingue, là c'est beaucoup plus difficile pour nous de faire la part, et pourtant on le doit. Et pourtant on le doit. La passe, en somme, est l'issue d'un premier tournage en rond. Elle en appelle à un second, même quand elle n'appelle rien. J'arrête là, j'étais longue.